Le 29 mars 2009, Sandra, qui a alors aux alentours de 8 ans, part à 16 heures pour aller jouer avec une amie. Elle prévoit alors de rentrer à 19 heures, pile à l'heure du dîner, mais elle ne rentrera jamais. Cela fut place à l'une des plus grandes enquêtes, l'une des plus coûteuses de Californie. Bienvenue dans Thread Horreur. Salut à tous, c'est la TR Favelas. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de Sandra Contou. C'est une histoire à la fois triste, à la fois effrayante, mais vraie. Alors, asseyez-vous bien, prenez vos pop-corn, et c'est parti. 27 mars 2009. Notre histoire se passe dans la petite ville de Tracy, située en Californie. C'est dans cette grande ville californienne de 80 000 habitants qu'habitent Sandra et sa sœur de 12 ans, Miranda. Ils ont pour parents Daniel et Maria, deux adultes sans histoire, qui louent un mobil-home dans le parc Orchard Estate situé au nord de la ville, où vivent des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter de plus grands appartements. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont considérés comme pauvres. Le complexe est gardienné, nettoyé, sécurisé, et les gens y sont très sympas, et ceux qui ont pris un logement dans le parc ont laissé de très bonnes notes sur Google. Vous l'aurez compris, Sandra vit dans un bon environnement. Le vendredi 29 mars, Sandra a fini l'école un peu plus tôt, et donc elle a été jouer toute l'après-midi chez une amie jusque 16 heures. Voilà, elle aimait beaucoup se balader dans le parc de mobil-home. Voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un complexe sécurisé avec quelques rues. Il n'y a donc rien à craindre, où Sandra s'est faite beaucoup d'amis. En revenant à 16 heures, Sandra demande à sa mère si elle peut ressortir une nouvelle fois. Elle lui répond oui, bien sûr. Sandra part alors toute contente. Elle sera filmée par une caméra de surveillance qui se situe en face de son mobil-home. On la voit sauter, bouger les bras dans tous les sens, comme si tout allait bien dans sa vie. Elle ne se doute pas une seconde que ce soir, elle ne rentrera pas à la maison. Les images que vous voyez vous faire, d'ici là, le tour de l'Amérique tout entière. Pendant que Maria a préparé le repas et qu'elle s'attend que sa fille rentre dans quelques minutes. Mais le problème est que ces dizaines de minutes vont défiler. À 10h53, Maria comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle trouve ça vraiment bizarre que Sandra n'est toujours pas là. Elle appelle alors chez l'ami de Sandra pour savoir si sa fille n'est toujours pas là, mais elle apprend que Sandra, en partant à 16 heures, n'est jamais rentrée chez son amie. Maria raccroche, sort dehors, se met à rappeler sa fille, toquer chez les voisins, pose des questions, mais rien. Personne n'a vu sa fille disparaître. Immédiatement, Maria rentre chez elle et appelle les secours. L'opérateur au bout du fil prend cette histoire très au sérieux. Il envoie alors plusieurs équipes sur place. Mais comme cette ville est très grande, elle coûte alors 80 000 habitants, ils ont donc même ramené le FBI qui a accepté de venir pour cette enquête. Le problème, c'est que personne n'a rien vu. À 16 heures, la plupart des locataires étaient au travail, d'autres faisaient des courses et d'autres étaient chez eux. Personne dans le parc n'a vu quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que la vidéosurveillance est mise en place. Malheureusement, pour le moment, les enquêteurs n'y voient rien. Sandra semble heureuse et prend la bonne direction. Rapidement, ce soir-là, tous les habitants du parc de mobil-home se mobilisent. On fouille les jardins, les abris de jardin, quelques piscines et les sous-sols. Malheureusement, rien ne fera trouver. Mais une voisine du nom de Melissa Huckaby dit avoir perdu sa valise dans la soirée. Elle va donc envoyer un SMS à la mère de Sandra et donc elle prévient juste comme ça au cas où il aurait un lien avec cette histoire. Ce soir-là, les enquêteurs de Tracy, qui sont en alerte maximale, comprennent qu'ils vont avoir besoin d'aide. Pour fouiller une ville de 80 000 habitants, il va falloir de moyens colossaux. Ils auront même donc appelé les habitants de la résidence à chercher le soir même. Malheureusement, cette nuit-là, Sandra ne rentrera pas à la maison. Le lendemain,
Le samedi 28 mars au matin, l'opération de recherche est lancée et tout le week-end, cela va être une vraie chasse à l'homme qui va se dérouler. Des chiens policiers, le FBI, des policiers à cheval. Le secteur va être verrouillé, quadrillé et complètement rasé. Sandra est une enfant. Elle a 8 ans, elle n'a aucune force, donc aucun moyen de se défendre. Donc son temps est compté. Il faut la retrouver le plus vite possible. Et par chance, les recherches débutent en plein week-end, donc la plupart des habitants de la ville sont disponibles pour les aider. On imprime alors des affiches que l'on colle partout. Le visage de Sandra est alors partout dans la ville. Une cagnotte va même être mise en place pour la ville et 22 000 $ ont été récoltés, proposés à celui qui retrouvera Sandra au fil des jours. 26 000 $ seront récoltés. Les profilers du FBI, grâce à leurs expériences, vont tenter de dresser le portrait de celui qui l'aurait donc enlevé. Puisque pour eux, nous avons affaire à un enlèvement. Le complexe de Mobil-Homme est bien trop petit pour que cela soit un accident. Nous aurons donc retrouvé Sandra dans la soirée. Ils pensent que celui qui a fait ça habite le parc de Mobil-Homme, puisque c'est un complexe sécurisé. Et puisque n'importe quel inconnu qui serait rentré à l'intérieur aurait forcément attiré l'œil de certains habitants. Pour eux, le profil type serait un homme blanc, âgé de 25 à 40 ans, avec des antécédents judiciaires. Concernant les enfants, ils vont donc regarder dans le parc de Mobil-Homme s'il y a ces profils. Et il y en a. Il y en a même beaucoup. Un par un, les hommes qui correspondent au profil vont donc être interrogés. Mais ce jour-là, ils ont tous un alibi très solide qui va donc en leur faveur et être vérifié minutieusement par le FBI. Il y en avait qui travaillaient, des autres qui faisaient les courses, il y en avait même qui n'étaient même pas dans le complexe. Donc, l'affaire s'annonce, dès le début, plus compliquée que prévu. Finalement, un homme retiendra l'attention du FBI. Il est connu de la famille de Sandra, puisqu'il avait donc embrassé Sandra à une sortie à la piscine. Mais cet homme, une nouvelle fois, n'avait rien fait. Il n'était pas dans un mobil-homme. Un autre homme sera lui aussi interrogé. Il est décrit comme étrange auprès des voisins, qui les avaient chassés plusieurs fois de la propriété. Mais rien ne sera trouvé chez lui. Mais le fait que la plupart des suspects soient innocentés rapidement désespère un peu le FBI, puisque au-dessus du complexe de Mobil-Homme, il y a l'autoroute L205 qui aurait pu permettre aux suspects de partir très rapidement et de parcourir des centaines de kilomètres. La vidéo de surveillance est nouveau analysée et l'on se rend compte que Sandra, vers la fin de la vidéo, semble regarder quelque chose sur la droite. C'est très rapide, mais l'on voit bien qu'elle regardait à gauche, mais aussi à droite, comme s'il y avait quelqu'un qui lui faisait coucou ou un signe. Les chiens vont tenter de renifler l'odeur de Sandra à travers la rue, mais il semble que cela n'a servi à rien, car l'odeur s'arrête au bout de la rue. Il semble que Sandra s'arrête au bout de la rue. L'enquête pour l'instant ne donnera rien. Ils n'ont aucune piste, aucun suspect. L'enquête pour l'instant est suspendue. Une veillée nocturne va donc être organisée par des bénévoles avec la famille de Sandra. Chacun y vient avec une bougie pour espérer que Sandra finisse par réapparaître. Lors de la veillée nocturne, une femme va se faire repérer. Elle arrive en hurlant, toute hystérique, disant avoir retrouvé une lettre dans la boîte aux lettres. Rapidement, des enquêteurs qui sont sur place la suivent et effectivement, proche des boîtes aux lettres se trouve une lettre. Sur cette lettre, il est écrit « Cantu » est bloqué dans une valise, jeté dans l'eau, sur Bacchetti et Whitehall. Signé un témoin. Bacchetti et Whitehall sont en réalité deux routes, formant un croisement, intersection au niveau d'une ferme. Des deux côtés de cette route campagnarde se trouve une rivière, la Old Black River. Serait-ce donc là que Sandra a disparu? La lettre retrouvée hier soir est très inquiétante. La ferme, située entre les deux rivières, va être fouillée. On n'y trouve rien. La rivière aussi va être sondée sur plusieurs kilomètres. Mais le problème, c'est que l'eau y est beaucoup trop trouble. On n'y voit rien du tout. La ferme
dispose également de plusieurs étangs à eau usée, c'est-à-dire qu'elle rejette l'eau des toilettes, l'eau de la douche, bref, tout ce qui est sale. Des plongeurs vont quand même décider de fouiller ces étangs, et l'eau y est tellement immonde qu'une fois de plus, ils n'y voient rien. Impossible d'y voir quelque chose, et les plongeurs y ressortent dégueulasses. Les enquêteurs vont donc essayer de se concentrer sur la personne qui a trouvé la lettre. Et cette personne, c'est Mélissa, celle qui s'est faite voler sa valise le jour de la disparition de Sandra. Mélissa vit avec sa fille de 5 ans, située dans un mobil-home au bout de la rue. Le grand-père à Mélissa est pasteur dans l'église du coin, et c'est comme ça que par la suite, elle s'est mise à donner des cours le dimanche. Et c'est une femme normale qui n'entre pas du tout dans le profil type d'une femme qui s'amuse à enlever des enfants. Mais le fait qu'elle se soit fait voler la valise le jour de la disparition de Sandra et qu'elle trouve le mot le soir de sa veillée soupçonne les enquêteurs. Au moment où Sandra disparaît, Mélissa est seule chez elle. Quelques minutes plus tard, elle passe un appel depuis l'église. Elle appelle alors le gestionnaire du parc de mobil-home en lui demandant quelle est la situation. Sa voiture va être fouillée au cas où. Et dans cette voiture, on va retrouver un papier gribouillé. Sous les gribouillages, on va retrouver le mot Balchetti, Whitehall et O, les mêmes mots qui ont été écrits sur la lettre. Comme si le papier avait servi de support, ou comme si Mélissa s'était entraînée à changer d'écriture, justement sur ce bout de papier avant de le gribouiller. Et à ce moment-là, ça en devient quand même très flippant. Sa chambre va donc être fouillée, et à l'intérieur de sa chambre, l'on ouvre un carnet qui a le même papier que celui utilisé pour la lettre. Les experts en écriture vont donc comparer le style d'écriture de Mélissa et celui de la lettre retrouvée. Et en quelques heures, le verdict tombe. Pour eux, c'est bien l'écriture de Mélissa. Pourtant, on ne va pas l'arrêter tout de suite. On va juste lui expliquer que l'on fait quelques vérifications, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. En fait, les enquêteurs ne peuvent pas l'arrêter tout de suite car ils n'ont pas de preuves solides. Vous savez, dans ce genre d'enquête très très grave, il faut des preuves pour démasquer l'individu. Mélissa coopérera totalement et ira même jusqu'à offenser un voisin qui sera innocensé par la justice. Les jours vont passer, Mélissa va continuer à être surveillée et le parc à mobil-home qui était avant très joyeux va devenir calme et sombre. Il n'y a plus personne dans les rues. Le coupable est peut-être parmi eux. Une semaine plus tard, Sandra n'a toujours pas été retrouvée. Sa mère a réalisé une interview à la télévision. On la voit pleurer, s'arrêter après chaque phrase. Elle explique que sa fille était gentille et qu'elle ne serait jamais partie d'elle-même. Elle avait souvent l'habitude d'aller chez ses amis. Elle dira face caméra « S'il vous plaît, laissez-la partir. Déposez-la dans un magasin. Je veux qu'elle rentre à la maison. » Mais les jours continuent à passer. 11 jours plus tard, un ouvrier de la ferme qui passe près de l'étang va voir flotter sur l'eau une valise. Il comprend directement et il a suivi le cas de Sandra. Il appelle alors les enquêteurs qui débarquent alors en quelques minutes. L'étang avait pourtant été fouillé comme je vous l'avais expliqué, mais l'eau était tellement trouble que personne n'y voyait rien. La valise est donc sortie de l'eau et on se rend compte qu'elle a été scellée avec des stores de rideaux. Les enquêteurs vont décider de ne pas ouvrir cette valise sur place puisque l'un hélicoptère de la presse tourne juste au-dessus d'eux. Et il ne veut pas que les parents apprennent qu'on a peut-être retrouvé la fille de récolter. Donc la valise est transportée juste derrière l'épaule de l'inspecteur. Une fois dans le locaux, les inspecteurs trouvent la valise et à 15 000 là, vous aurez la suite. Salut l'équipe, c'était la TR Favelas. Y'a pas de preuve à la vie, la tête
big grave sous la pluie, jazz-moi mes gras à la puce, pas satisfait donc on en veut toujours plus. C'est la merde, c'est temps-ci, donc je bosse de manière intensive. Je ressors du poste, grave pensif, donc j'aspire la fumée nocive. Nous on veut que les billets mauvais, pourtant on n'est pas mauvais. Nous on veut que les billets mauvais, pourtant on n'est pas mauvais. Nous on veut que les billets mauvais, pourtant on n'est pas mauvais. Nous on veut que les billets mauvais, nous on veut que les billets mauvais. Elle me raconte sa vie, elle dit que je la trompe et que je nique sa vie. Je l'achète pour pas finir dans le fond du pit. T'inquiète bébé, nous deux c'est pour le meilleur et le pire. C'est une meuf perturbée par le buzz, elle est trop jalouse, je connais déjà sa